Alors, à mon tour d'apporter des éléments de réponse qui seront souvent différents des éléments de réponse qui viennent d'être donnés par ma co-rapporteure, mais qui font partie de toute façon des échanges complémentaires qu'il y a et des contenus complémentaires qu'il y a dans ce rapport. Sur la trajectoire de réduction de consommation d'énergie, bon, on peut estimer qu'une réduction de 11,7% de la consommation par rapport à 2030, on peut aussi être plus ambitieux. Je donne des exemples qui ont été explorés, notamment dans les différents débats qu'on a eus à l'Assemblée, sur la rénovation énergétique du bâti, qui avait été chiffrée, qui avait été adoptée à hauteur de 12 milliards d'euros. Sur la politique de transport, qui aujourd'hui est largement insuffisante. On avait également fait une proposition d'amendement qui avait été adoptée avant que le PLF soit finalement repassé par une autre méthode qui était de 3 milliards d'euros. Par ailleurs, bon, je précise que les investissements des industriels pour électrifier les usages, ça passe par une visibilité des prix. Et que s'ils n'ont pas cette visibilité-là, ce n'est pas incitatif. Donc ça revient à dire qu'il faut une stabilité des prix. Et que la capacité de tous les consommateurs comme des producteurs à investir en faveur de la réduction de la consommation, en faveur de la décarbonation, passe par cette visibilité des prix-là. Ensuite, donc, bon, je vais faire peut-être par thème, mais il y avait plusieurs allusions à la nécessité, bon, notamment parce qu'il faut stabiliser les prix, de revenir à un tarif réglementé. J'appuie notamment ce qu'a dit M. Amar à ce sujet. C'est ce qu'on porte notamment à la France Insoumise, le retour à un tarif réglementé. Et c'est une nécessité pour couvrir les 3 aspects que j'ai mis en avant: recouvrement des coûts de production, visibilité, équité de traitement entre les consommateurs. Moi, je ne peux pas dire que les mécanismes de protection qui ont été mis en place en France sont suffisants, sont satisfaisants, dans la mesure où encore aujourd'hui, il y a des boulangers qui mettent la clé sous la porte, ou des industries délocalisent, ou des consommatrices et des consommateurs alertent les députés, notamment, de la hausse de leurs factures. Et donc, tout ça montre quand même qu'on peut faire largement mieux. Mais pour ça, ça nécessite d'arbitrer de manière économique, de manière écologique, de manière sociale. Il y a des questions qu'il faut se poser, notamment sur la manière dont on finance cela. Et ce sont ces questions-là, en fait, qu'il faut trancher par un débat public. Ensuite, oui, je remercie monsieur le professeur Petit pour les corrections de vocabulaire, les ajustements, les reprécisions. Sur la géothermie, donc effectivement, Madame Mesure est en charge d'un travail sur ce sujet-là. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, cette filière a manqué d'investissement. Et donc, parce que ça a été jugé notamment pas assez rentable par les acteurs privés. Et donc, ça va dans le sens de dire que si on veut pouvoir connaître la faisabilité, la rentabilité, il faut investir, mais ça nécessite un choix politique. Madame Mesure, elle a été nommée, pour le groupe de Left, elle a été nommée au rapporteur sur le déploiement de la géothermie en Europe, très exactement. Alors, il y a eu plusieurs questions sur comment on coordonne l'action avec les États membres, avec l'Allemagne notamment. C'est clair qu'il y a des écarts, il y a des points de vue différents, et puis il n'y a pas les mêmes choix qui sont faits en fait entre les différents États membres de l'Union européenne. Et notamment, la critique du marché, elle s'étend à plusieurs États, et en fait, la défense du marché, plutôt, il faut dire, se resserre de plus en plus autour de l'Allemagne, du choix du gouvernement français et de certains autres pays. Pour autant, les dysfonctionnements sont soulignés dans plusieurs pays. Par ailleurs, je disais tout à l'heure que les interconnexions, en fait, elles existaient déjà avant le passage au marché. Et que donc, ce ne serait pas complètement aventureux que la France choisisse un autre fonctionnement, puisque, par exemple, EDF fonctionnait déjà en interconnexion avec d'autres pays européens. En fait, c'est l'exploitant public français
qui interviendrait comme n'importe quel acteur dans ce système d'organisation européen. Les volumes d'échange d'électricité continueraient à être payés au prix de marché, mais l'impact d'une solution avec un pilotage public serait une amélioration du programme d'appel français et donc européen par le regroupement de producteurs multiples au sein d'un même acteur public. Et donc, ça permettrait une meilleure coordination, en fait, à l'échelle française, et puis on peut espérer à l'échelle européenne. Je suis obligée de dire quand même, y compris parce qu'on voudrait, comme ça, persuader d'autres pays d'utiliser le nucléaire. Bon, déjà, c'est un débat, je veux dire, même en France, ce débat n'est pas tranché. On ne peut pas ignorer qu'il y a quand même une voix qui s'élève pour dire qu'il est temps de passer à une autre énergie. Et qui, bon, ça ne nous empêche pas d'ailleurs de souligner la souveraineté qu'a permis d'atteindre le nucléaire, de dire que ça a été une force de production essentielle pour le redéveloppement de l'économie française, mais que si on a été capable de produire, d'entrer justement dans une force aussi dynamique, on doit être capable aussi d'inventer autre chose. Par ailleurs, on ne peut pas balayer d'un revers de main les débats qui existent sur la façon dont on traite les déchets nucléaires. Personne ne sait traiter les déchets nucléaires. Personne ne sait comment on fait avec les déchets nucléaires. Aucun pays du monde. Personne n'a envie de vivre, il n'y a qu'à voir les mobilisations qu'il y a à Bure quand même. Personne n'a envie de vivre avec des déchets nucléaires sous son sol. Moi la première, j'en ai pas envie. Et donc ça, on ne peut pas l'écarter d'un revers de la main. Ça veut dire qu'en responsabilité, il faut savoir proposer d'autres solutions et qu'on n'est pas obligé de rester fermé dans un modèle qui a été puissant, qui a été fort, qui a fait son efficacité, mais qui suscite des critiques, et notamment aussi parce que l'insécurité nucléaire, même si elle est rare, ce n'est pas la rareté qui doit justifier le fait qu'on balaye de la main comme ça la nécessité de passer à autre chose. Un accident nucléaire, ça produit d'énormes dégâts. Et on ne peut pas dire que ça se produira que dans les autres pays où ça s'est produit, au Japon, en Russie, parce qu'il y a eu des défauts de pilotage ou je ne sais pas quoi. On ne peut pas balayer comme ça d'un revers de la main. Bon, et ensuite, je crois que ça croise un peu ce que j'ai déjà dit. Je vérifie quand même, je m'étais noté plein de choses et évidemment, je n'aurai jamais le temps de tout développer. En fait, peut-être comme mot de conclusion, sur la remise en question du marché, sur la sortie du marché. Je voudrais quand même souligner qu'à la France Insoumise, nous sommes les seuls à proposer des scénarios alternatifs, à donner des pistes, à émettre des critiques, mais que, à la fois dans toutes les auditions que nous avons faites, à la fois dans même ce qui a été mis en avant ici, il n'y a jamais d'argumentation en fait sur pourquoi il faut rester dans le marché. Il n'y a jamais d'argument solide sur, mais parce que ça apporterait des solutions, justement, sur l'augmentation des factures, en fait, on s'en lave les mains, quoi. On ne peut pas rester face à ce constat résigné et puis continuer et poursuivre comme si de rien n'était. Il en va quand même de la vie de concitoyennes et concitoyens qui ne peuvent pas payer leurs factures. Et donc, nous avons l'impression de faire face à une idéologie un peu aveugle et dans le déni de ce qui se passe. Nous proposons autre chose. Il n'y a jamais de solutions concrètes qui sont apportées ou de contre-arguments solides ou qui sont apportés à ce que nous, on développe.